La connaissance lundi dernier par l'opinion publique des menaces de mort contre Didier Lemaire, professeur de philosophie à Trappes, et sa démission de l'éducation nationale jeudi ont causé une grande émotion dans l'opinion publique. Sous protection policière, l'enseignant n'a pas voulu devenir un second Samuel Paty, une des menaces qui lui avait été faite. Depuis, les échanges ont été vifs, certains accusant le professeur, d'autres dénonçant le clientélisme de certains élus et le séparatisme de plus en plus visible dans certains quartiers, alors même que la loi séparatisme était étudiée par l'Assemblée nationale. Y a-t-il un séparatisme islamique en France? C'est le débat de ce dimanche 14 février sur Sud Radio dans le Grand Matin Week-end. Avec nous pour en débattre, Farid Temsamani, porte-parole de Banlieue Plus. Bonjour. Bonjour Philippe. Et Sabrina Medjeber, auteur du livre Femmes, éducation et banlieue, le triptyque du communautarisme publié aux éditions Baudelaire. Bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. Farid Temsamani, la démission de Didier Lemaire, on l'a appris sur Sud Radio jeudi, il nous en a parlé dans Les Vraies Voix. Est-ce un nouveau symbole des territoires perdus de la République? J'ai envie de dire oui, parce que c'est une catastrophe de voir un enseignant, donc je rappelle dont l'éducation nationale est quand même un des points essentiels de notre République, voire même de notre démocratie, professeur de philosophie, finalement abandonné d'une certaine manière, alors que c'est là où on en a le plus besoin. Et on est dans cette logique complètement, j'allais dire, dans les réactions des uns et des autres, on est dans cette logique où en fait on ne se comprend pas, on ne s'entend pas, on ne parle pas de la même chose. Et moi je trouve navrant qu'un professeur de philosophie puisse abandonner, parce qu'au final, celles et ceux qui payent l'addition, ce sont les élèves de ces quartiers-là, ce sont les élèves de la plaine de Naufle, notamment de ce quartier c'est le nom de du Trappes. lycée où il enseignait à Trappes. C'est le quartier et le lycée effectivement de Trappes. Et quand on voit l'emballement qu'il y a par derrière, les incompréhensions et les menaces des uns et des autres, moi j'ai envie de dire notre société est complètement malade. La réalité elle est celle-ci. Et puis vous le rappelez, on est quelques semaines seulement après l'assassinat barbare d'un autre enseignant dans le même département. Oui, à Conflans-Sainte-Honorine, plus au nord. Exactement. Donc du coup, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que l'on a retenu finalement ? Sabrina Medjeber, c'est une nouvelle preuve des territoires perdus de la République. Et comme le dit Farid Temsamani, qu'est-ce qu'on a retenu de la mort de Samuel Paty? Alors, pour commencer, je tiens à dire, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par Farid au sujet justement de la démission des pouvoirs publics et de l'abandon de certains quartiers. Et également justement la punition qui est infligée à tous les habitants et tous les élèves qui, par la voie de l'école républicaine, veulent s'émanciper, veulent apprendre, veulent se consolider une expérience et pouvoir ambitionner des projets scolaires qui les élèvent de leurs conditions sociales du départ. Oui, effectivement, c'est une preuve que, oui, les territoires perdus de la République étaient ce qu'avait constaté Georges Bensoussan, qui sont devenus aujourd'hui... Il y a une vingtaine d'années, quand même. Il y a une vingtaine d'années, absolument, qui, sous la direction de Georges Bensoussan, a été publié en 2002, si je me souviens bien de la date. Et aujourd'hui, on parle de territoires conquis par l'islamisme, d'après l'étude de Bernard Rougier, qui justement relate qu'effectivement, ce qui s'est passé concernant Didier Lemaire n'est qu'une réverbération en réalité de ce qui se passe dans ces territoires que l'on dit de perdus de la République, aujourd'hui de reconquête républicaine, et ce n'est pas pour rien que l'on appelle ça aujourd'hui reconquête républicaine. La sémantique a un sens important. Oui, justement, Farid Temsamani, ce que vient de dire Sabrina Medjeber est intéressant. On a parlé de conquête du territoire par les islamistes, et maintenant on parle de reconquête. C'est le passionné d'histoire peut-être qui parle, ça parle conquête et reconquista en espagnol, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est quelque part pas complètement dingue? Moi, je trouve ça hallucinant. On est en 2021, c'est hallucinant que dans un pays comme le nôtre, qui a quand même une grande histoire, qui a quand même des moyens, je rappelle qu'on est quand même la 6e, avant Covid en tout cas, puissance économique mondiale, que l'on puisse admettre, ne seulement admettre l'idée que certains territoires métropolitains, j'entends, métropolitains, à quelques kilomètres, voire parfois quelques centaines de mètres de Paris, puissent être abandonnés. Alors, la reconquête, telle qu'il est écrit, telle qu'elle est dite, moi j'y mettrai un bémol. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, sur certains éléments, en fait, il n'y a jamais eu de séparatisme. Je vais prendre un exemple très concret. On parlait des enseignants tout à l'heure. Oui. Les enseignants font un travail formidable dans ces quartiers-là. Donc,
Il n'est peut-être pas suffisant, on n'a pas forcément les moyens, etc., même si on peut en reparler, mais il n'a pas été complètement abandonné. Maintenant, ce qui est évident, c'est qu'en fait, ça nous remet en réalité sur deux éléments historiques. C'est la construction urbaine de nos territoires. Oui. La réalité, c'est ça, les banlieues. Ça date des années 60, 70. C'est globalement l'après-guerre, c'est les années 50, puis les vagues d'immigration, qu'il faut pas... Les années 60. Les années 60-70 oui, essentiellement. Et puis ensuite, moi, il y a un autre fait qui est pour moi fondamental, c'est l'erreur magistrale que les années Mitterrand, je vais dire, pour schématiser, ont réalisé sur ces territoires-là. Parce on parle tout à l'heure, même si le terme pour moi n'est pas forcément le bon, mais sur le séparatisme islamiste. En réalité, c'est quoi? Ça n'est que la conséquence de la politique née par François Mitterrand, ce qu'on appelle globalement l'intégration. Cette erreur, alors je ne dis pas qu'elle était volontaire, calculée ou quoi que ce soit, mais cette erreur, aujourd'hui, on en paye le prix. On en paye le prix, pourquoi? Parce que effectivement, les pouvoirs publics ont abandonné un certain nombre de territoires ou de ces populations. Les élus du coin ont très souvent exploité cette perte-là à des fins politiques et électorales, très clairement. On peut citer un certain nombre de territoires. Et quand vous avez un vide, vous avez forcément des gens qui prennent le dessus. Ça n'a pas toujours été d'ailleurs à vocation religieuse. Ça a été dans les années 80, par exemple, très souvent à vocation parfois de trafic ou même j'allais dire de gangstérisme, peut-être pas à ce point-là, mais de ce genre de choses. Et c'est seulement après, parce qu'il y a une conjonction des choses, et notamment à l'international, parce qu'il faut quand même le citer, une conjonction des éléments qui font qu'en fait, effectivement, une résurgence du fait religieux et islamiste. Mais je rappelle quand même que l'immense majorité de ces habitants-là sont absolument pas dans ces faits-là. Néanmoins, les faits divers et les faits de temps en temps nous rappellent qu'effectivement, il y en a un vrai souci. Alors justement, Sabrina Medjeber, il n'a pas prononcé le mot Farid Temsamani, mais je sais que c'est ce qu'il pensait. Il a fait parler des années Mitterrand, où on est passé de l'assimilation à l'intégration. C'est ça pour vous, je vais utiliser un terme biblique, vous ne m'en voudrez pas, le péché originel? Non, non du tout. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Farid sur le fait que ce problème de séparatisme est multifactoriel et qu'en réalité on ne peut pas l'imputer simplement à la transformation d'une religion en idéologie totalisante. Il est vrai que le clientélisme électoral y est pour beaucoup, il est vrai que les politiques publiques y sont pour beaucoup, il est vrai que les années Mitterrand d'un point de vue du ressort idéologique, ont participé aussi à cette espèce de ségrégation culturelle que l'on observe entre les quartiers, enfin entre certains quartiers et le reste du territoire métropolitain. La question de l'intégration est une question très sensible. En tout cas, de mon point de vue, je pars du principe que pour moi, elle n'est que terrestre, c'est-à-dire que l'intégration répond à un franchissement de frontières. L'assimilation, c'est en réalité pour moi le fait d'acculturer des élèves, donc depuis l'école de la République, qui est le premier vecteur émancipateur vers la citoyenneté française pleine et entière, en y agrégeant, en y greffant, excusez-moi, l'identité française dans toute sa complétitude, dans toute son entièreté, c'est-à-dire apprendre aux élèves à s'agréger de l'histoire et de la culture française, de l'identité française, des mœurs françaises, de la vie civique française, de la société française. Et pour vous dire que oui, effectivement, il y a eu un échec de ce point de vue-là, avec toute, si vous voulez, l'ambiance sociétale de l'époque, SOS Racisme, tout ce qui a concouru, tout ce qui a participé à un discours victimaire, à un discours sécessionniste, à un discours divisionniste, à un discours territorialiste entre certains Français d'origine maghrébine et d'autres Français que l'on peut appeler Français de souche. Et pour moi, l'échec est réellement là. Alors, je ne mets pas, encore une fois, je n'impute pas toute la responsabilité à l'État. Je suis aussi en mesure de responsabiliser les parents qui, au travers de ces générations, ont parfois et certainement même tenu un récit alternatif antithétique à ce qui devrait être l'amour de la France, l'amour de l'histoire de France, l'amour et le respect du pays dans lequel l'on vit. Alors justement, Farid Temsamani, on parle de choses fortes, l'éducation, oui, l'assimilation, l'intégration, etc. Mais comment est-ce qu'on peut aimer un pays qui est très souvent dénigré en disant que c'est le pays du colonisateur, oui, etc. Est-ce que c'est possible ?
Oui, en fait, c'est possible et ça s'explique en réalité. Ces éléments-là que l'on vient de citer, en vérité, ils sont pour le commun des mortels dans notre idéologie, mais ils sont écrits quasiment de nulle part. Vous faites référence notamment à l'assimilation. Moi, je me défie qui que ce soit de me dire qu'on a un texte de loi qui explique l'assimilation. Ça n'existe pas. Ouais. C'est l'histoire de notre pays. Ouais. Donc, c'est la frise chronologique de notre pays qui, en réalité, est un pays assimilateur pour une raison très simple. C'est qu'en fait, la République française est né de ce qu'on appelle cette fameuse égalité, d'une notion d'universalisme républicain, qui ne prend pas en considération, techniquement et théoriquement parlant, les diversités des uns et des autres. La réalité, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes corse, vous avez un particularisme. La République le prend en charge. Même lorsqu'il y a des vagues d'immigration, je pense notamment aux vagues d'immigration du nord de la France, essentiellement polonaises, par exemple. Celles-ci, en fait, ont fait le jeu de l'assimilation. Mais pour une raison très simple, c'est que le contexte était différent et, numériquement parlant, les choses étaient différentes. La difficulté qu'il y a eu, qui est venue, en vérité, il y a deux éléments qui viennent se confronter. C'est d'une part les vagues d'immigration des années 70-80 qui ensuite ont connu ce qu'on appelle la crise économique de manière un peu violente. Oui. Donc, là, les banlieues qui sont venues se rajouter. Et puis, il y a un autre élément sur lequel, en fait, on n'a toujours pas fait notre introspection sans rentrer dans la polémique d'une certaine manière, que l'on veuille ou non, dans les deux sens. C'est la fameuse guerre d'Algérie, qui amène en partie, en réalité, finalement, une difficulté parce que notre pays... on parle d'assimilation, on parle de république, etc. Sur cette sur cette période, en tout cas, de l'histoire de France, en fait, n'a pas toujours joué le jeu dans ces territoires-là. Et du coup, aujourd'hui, certains, malheureusement, en profitent pour développer un discours anti-France, il faut le dire comme ça, justement par rapport à tous ces mots-là. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui dans une situation complètement figée, où les uns ne savent pas parler aux autres, et on ne parle pas de la même chose. Je vais prendre un élément très concret. Quand on parle de féminisme dans notre pays, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, vous avez quasiment deux partis qui parlent de féminisme, mais qui ne parlent pas de la même chose. C'est sûr. Et pourquoi? Parce que notre pays a fait ce travail sur le féminisme. Le féminisme, il n'est pas né dans les années 2000 ou 2020. C'est un long travail. Absolument. Il y avait déjà les suffragettes il y a très très longtemps. Exactement. Depuis Olympe de Gouges et d'autres, Léonore d'Aquitaine, d'autres femmes qui ont participé à l'évolution de la femme dans la société. Et du coup, à travers l'histoire, bien sûr. Les derniers arrivés, d'une certaine manière, idéologiquement, on va dire, en fait, ne se reconnaissent pas forcément là-dessus. Et donc, du coup, vous avez un véritable, moi j'appelle ça un conflit idéologique, qui pour l'instant n'est absolument pas réglé, et qui, à mon avis, alors ce projet de loi sur le séparatisme, en fait, c'est un début d'une certaine manière, mais je pense qu'il faudra aller beaucoup plus loin. En une minute, est-ce que ce projet de loi séparatisme, enfin c'était à l'Assemblée nationale cette semaine, peut faire changer les choses ou pas ? Oui, il peut faire changer les choses et je suis très heureuse d'avoir entendu notamment Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté, pointer du doigt des particularités, comme le soulignait tout à l'heure Farid, des particularités de vie civique qui se nichent dans la cellule familiale, à savoir notamment ce qui a été discuté au sujet du voilement des fillettes, les certificats de virginité, les certificats médicaux de complaisance, etc. Donc on voit quand même que le gouvernement et que les politiques s'intéressent de plus en plus près de ce qui se passe en réalité à l'intérieur des quartiers et voire même à l'intérieur de la cellule intrafamiliale. Donc oui, je suis heureuse et j'espère bien que ce projet sur le séparatisme, en tout cas qui conforte les principes républicains, même si j'aurais aimé qu'il soit indiqué qu'il assume les principes républicains, parce qu'encore une fois, la sémantique a son sens. Je l'espère, pourra effectivement faire bouger certaines lignes, ou en tout cas éveiller des consciences, et c'est tout ce que l'on espère. Merci beaucoup à tous les deux. On va suivre ça de très près. Verdict sur Twitter. Y a-t-il un séparatisme islamique en France? Vous êtes 91% à dire oui dans quelques instants. Comme tous les dimanches, Osez investir, Thomas Binet et sa bande qui reçoit Norbert Fanchon, patron du groupe Gambetta, et une légende du patinage, et en plus pas que du patinage, du commentaire sportif, Philippe Candeloro. Et c'est vraiment un personnage. Restez bien avec nous sur Sud Radio.